Messieurs, bonjour. Hey, bonjour. Un autre épisode du Super Show. Oui. Yes. Puis cette semaine, André, on va parler sécurité. Oui, parce qu'on voit des gens qui se ramassent à l'hôpital tout simplement parce qu'ils veulent pas sauver quelques secondes, pas mettre de gants, pas mettre de lunettes. Quelques dollars, quelques secondes. Donc, c'est pas la sécurité des véhicules, c'est la sécurité des travailleurs, des gens qui travaillent sur des véhicules. Les bruits, fait que c'est simple, c'est pas dispendieux, mais on va attribuer chaque pièce de sécurité pour chaque sorte de travail. Parce qu'on envoie tellement des gars qui vont soulever leur voiture pour allez toutes sur sortes YouTube, de raisons. Allez sur YouTube. On met pas de chandelle, on met pas de lunettes de sécurité. Puis, bon, en fait, on rit, mais c'est pas drôle. Il peut arriver toutes sortes d'affaires. C'est ça. Tu sais, tu peux handicaper le reste de tes jours pour une As-tu des outils, André, pour des gars qui décident de se fabriquer une fusée puis de se soulever dans les airs afin de savoir si la Terre est ronde? Puis on a vendu ça à quelqu'un, puis ça n'a pas été un succès, fait qu'on a arrêté ça tout de suite. Parfait. Je vais juste être certain. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a effectivement quelqu'un qui a décidé de se fabriquer une fusée afin de découvrir par lui-même si la Terre était ronde. Mais c'est bon. Il avait l'intelligence de se fabriquer une fusée, mais il était trop épais pour penser que la Terre était ronde. Puis là, le constat qu'il peut faire aujourd'hui, c'est qu'il ne sait peut-être pas si la Terre est ronde, mais ce qui est sûr, c'est que sa tête est plate. Mais, mais il n'y avait pas de lunettes de sécurité, c'est ça qui était Non, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. OK, véhicule de la semaine, Benoît, tu nous as amené le Mazda CX-30. Je pense que c'est un incontournable cette année. C'est dans les beaux modèles cette année. En fait, pour résumer la chose simplement, c'est une Mazda 3 Station Wagon. Voyons-la. Pas Station Wagon. Pas Station Wagon, mais un petit peu plus haute sur talon. En fait, c'est ce qu'est la Crosstrek à l'Impreza. Le CX-30 est à la Mazda 3, c'est ça? C'est ce qu'aurait dû être un CX-3, à mon avis. Là. C'est vrai. Parce que c'est la nouvelle génération du CX-3, puis Mazda ne te le dira pas comme ça. Non, mais parce que le CX-3, actuellement, Mazda, au Québec, en vend un certain nombre. Oui, ça permet à Mazda d'avoir... Les chiffres ont baissé un petit peu, là. Non, mais attends, je vais te revenir avec ça après. Oui. Tu sais, au Québec, on en vend un peu, puis ça permet surtout à Mazda d'offrir un véhicule à prix plancher, parce qu'il est en fin de carrière, c'est évident. Par contre, il s'est vendu l'an passé. Là, je recule 2018. Je ne parle pas des chiffres de 2019, donc il y a un an et demi. Là, si on regarde les chiffres de 2018, il s'était vendu 6 000 CX-3 au Québec. 12 000 à l'échelle canadienne. 50 du volume était au Québec. Et 19 000 aux États-Unis. Imagine. C'est rien, ça. Fait que le Québec a acheté le tiers du volume américain. Ça te donne ça à quel point ça se vend, ça te donne ça une idée à quel point ça se vend pas. Exact. Fait qu'ici, on a l'impression que c'est un produit à succès, que ça pogne, ça va. Mais je peux te dire que les concessionnaires aux États-Unis ne veulent même pas en voir dans leur cours. Il n'y a personne qui veut ça parce qu'il n'y a pas de place. Exact. On se plaignait beaucoup de ça. Alors que ça, c'est intéressant parce qu'il y a plus d'espace. Oui, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas encore un véhicule spacieux. Tu n'as pas le coffre d'un HRV. Ça devrait s'appeler un CX-4, mais comme le CX-4 est un nom qu'on a réservé à la Chine, qu'on n'a pas le droit de l'appeler le CX-4 en dehors de la Chine, c'est un CX-30. Mais probablement que le CX-3 n'existera plus. Ça va remplacer, à mon avis, le CX-3. Puis si tu veux mon avis, ça devrait encore s'appeler un CX-3, puis on aurait dû flusher l'autre. Mais il y a une transition qu'on fait avec les deux véhicules. Exact. Comprenez que le CX-3, en 2021, ça n'existe plus, là. Exact. Je veux dire, bon, on l'étire encore pour l'instant. Et ceci va remplacer... En fait, va venir remplacer le CX-3, mais aussi va remplacer les ventes de la Mazda 3 qui baissent en flèche, même si on a une nouvelle génération. Parce que les gens je trouve triste, parce que c'est ça triste, va bien mais comme petit véhicule. Je peux le comprendre. Pour deux raisons. D'abord, le look ne fait pas l'unanimité de la Mazda 3. C'est vrai. Moi, je l'aime beaucoup dans sa version hatchback. Moi aussi. Mais ça ne fait pas l'unanimité. La visibilité, elle est épouvantable. Fait qu'il y a des gens que ça agace. Puis la Mazda 3, elle est chère. Ouais. Quand tu arrives pour regarder, sur papier, les prix sont relativement compétitifs. Ouais, mais quand tu arrives pour un l'auto, paiement de location, tu n'es pas compétitif avec Honda, avec Hyundai, avec les autres joueurs qui ont décidé de demeurer dans le marché de la voiture compacte parce que les Américains sont partis. Puis bon, Volkswagen fait des chiffres intéressants. Hyundai fait des chiffres intéressants. Honda, Toyota, pas besoin de te le dire. Mais tu as encore Kia avec une Forte qui est très sérieuse, qui tire de la patte. Il y a de la misère en vente. Kia ont de la misère. Puis pourtant, tu as des cousins très proches du côté de Hyundai qui se vendent 2 puis 3 fois plus. Oui, mais on est capable d'avoir des résiduels. Voilà. On a des résiduels intéressants. Puis chez Mazda, d'avoir une voiture, tu veux dire, on s'entend que la nouvelle Mazda 3 puis l'ancienne génération, c'est deux mondes. Au niveau de la qualité du produit, du luxe, du raffinement, de la finition,
on est déçu de ne pas avoir la technologie Skyactiv X. On retrouve tout ça dans le CX-30. Ah oui, le CX-30, c'est une Mazda 3. Donc, tout ce que tu as d'une Mazda 3 au niveau de luxe, d'équipement, de ce que tu voudras, tu vas l'avoir ici. Traction intégrale incluse, parce que la Mazda 3 peut aussi l'avoir. Mais c'est sûr que l'acheteur d'une Mazda 3 qui cherchait un paiement, une voiture sympathique, pas chère, aujourd'hui, c'est moins ça. D'autant plus que Mazda, dans sa philosophie d'entreprise, ne veut pas niveler par... C'est-à-dire, on ne veut pas pousser des modèles de base, on veut pousser les modèles les plus luxueux. Ben oui, on veut éventuellement amener Mazda à un niveau où on va vendre des véhicules qui vont tous coûter plus de 30 000 Puis on le voit avec la nouvelle nomenclature des modèles. Les 30, là, c'est un peu ça. Tu vois, le MX-30 qui s'en vient aussi. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer le pré-production, appelons-le comme ça. MX-30 qui est un véhicule hybride électrique. 100% électrique. Non, c'est vrai, 100% électrique. Qui va avoir une autonomie prolongée dans un deuxième temps. Il va arriver 100% électrique, puis il va avoir un moteur rotatif qui va servir de prolongateur d'autonomie, mais plus tard après le lancement. Et pour revenir à ce modèle-là... Et parenthèse, le MX-30 n'est pas sur le point d'arriver parce que Mazda a récemment annoncé qu'on n'aurait pas de nouveautés chez Mazda avant 2023. Exact. Ce qui est quand même le pas plus rien. drôle, c'est qu'il arrive en Europe, là. Au moment où on se parle, les premiers modèles se vendent, mais bon, les normes en termes d'environnement sont plus sévères du côté de l'Europe, donc on doit faire plus vite, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais Mazda paye des crédits carbone allègrement depuis une couple d'années. Là, ça commence à coûter cher à la compagnie, puis là, il faut être capable de se revirer de bord. Puis il faut aussi mentionner que, tu sais, on se demande pourquoi Mazda a mis tant de temps à amener le diesel dans le CX-5. On se demande, puis je ne reviendrai pas sur le fait que le diesel n'a plus sa place aujourd'hui. Là. Bon, c'est une erreur stratégique de leur part, puis coudonc, puis ça a pris bien trop de temps, là. Mais on se demande aussi pourquoi la technologie Skyactiv X, on ne l'a pas. Oui. Tu sais, ça permettrait d'avoir à peu près la même puissance que ce qu'on a là-dedans, donc 186 chevaux. Dans un moteur 2 litres mais dans un moteur de plus petite cylindrée et qui va consommer 4 litres au 100 au lieu de 8. Exact. Alors, pourquoi on ne l'a pas? Les coûts de production. On l'offre dans certains pays d'Europe. On va l'offrir dans les endroits stratégiques. Encore une fois, les normes environnementales sont ici, plus sévères. Il n'y a pas de plan à court ou moyen terme pour amener cette technologie-là. Mais Mazda est un petit constructeur. Voilà. Les gens n'ont pas cette vision-là, mais aujourd'hui, là, c'est de la globalisation. Exact. La majorité des constructeurs japonais ont des alliances avec d'autres constructeurs. Mazda n'en a pas. Ou à peu près avec Toyota, là, mais c'est vraiment, comparé à d'autres, c'est vraiment infinitésimal. Et effectivement, tu vas à Hiroshima où est la compagnie, puis à peu près tout se fait là. Il y a quelques usines à gauche, à droite, mais comparé... On fabrique quelques voitures au Mexique. Bon, mais comparé à des géants comme Volkswagen ou comme GM ou Nissan, on n'est vraiment pas à la même place. Là. Puis j'ai l'impression que, bon, évidemment, on doit prendre le virage électrique, mais ça se fait moins vite du côté de chez Mazda, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Bon, puis pour l'instant, c'est pas compliqué. Mazda a 3 offres mécaniques. Oui. Tu sais, tu as le 2 litres exact. Que tu vas offrir dans le CX-3, dans le CX-30, dans la Mazda 3, qui est un moteur d'entrée de gamme. Tu vas avoir le 2.5 que tu as partout, dans chacun des véhicules Mazda, tout ce que Mazda fait. À l'exception de la MX-5 et du CX-9. Oui. Et tu vas... non, 2.5 turbo. Oui, mais après ça, tu as le 2.5 turbo qui est disponible dans la Mazda 6, dans le CX-5 et dans le CX-9. Et tu as le diesel qui est offert dans le CX-5. Il y en a probablement 7 au Canada, puis les concessionnaires sont collés avec. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'à 50 000 Parce que vois-tu, ça, c'est le GT qu'on a, qui a le 2.5, 186 chevaux. Puis ce qui est intéressant, le prix est quand même correct. On parle de 33 800 pour un modèle tout équipé. Il y a tout là-dedans. Ça va être quoi l'espace entre le Mazda 3 et ça? C'est pas dur. Un Mazda 3... 4 roues motrices équivalent à ça. Il est 37. Non, il est 31. 32. 31 à peu près. Il n'y a pas de tu grosse vas avoir différence. 2500 pièces de différence. C'est pas énorme. Même, puis encore. Ouais. Alors, c'est pas... La réponse est là. Puis ça va, honnêtement, ça va très bien. J'ai pas grand-chose à dire. La conduite, tout ça, c'est un une Mazda 3 aussi, ça va très bien. Absolument. Tu peux pas trouver de gros défauts là-dessus. Moi, ce que j'aime aussi, tu sais, là, c'est la folie des nouveaux petits moteurs turbo. Là, ouais. On lance un Chevrolet Trailblazer avec un 3 cylindres de 1.2 et 1.3 litres selon la version
pour aller rivaliser avec ça, qui a un 2.5 de 186 chevaux. On n'est pas en même classe. Bon. Puis, ce que j'aime, c'est que ces moteurs-là sont éprouvés. Là. Ces moteurs-là, la technologie est connue. Oui. Elle est efficace, c'est fiable. Toyota a fait la même chose avec un RAV4, par exemple, où on a laissé le 2.5 dedans parce qu'on le sait que ça fonctionne, Puis, ce moteur-là. Tu vois, le fait que Mazda arrive avec un choix mécanique dans le CX-30, qui est un véhicule qui va aller rivaliser avec le Kona, avec le Crosstrek, avec un paquet de ces modèles-là, ben, ça a fait réagir un constructeur qui s'appelle Subaru, et je trouve que c'est génial, parce que Subaru, jusqu'ici, n'offrait qu'un 2 litres dans la Crosstrek. Oui. Et là, on vient d'annoncer qu'on va mettre le 2.5 dans la Crosstrek. Dieu sait combien de gens n'ont pas acheté à cause du manque de puissance. C'est ça, exactement. On aurait aimé avoir le moteur de la WRX dans le Crosstrek, mais bon, continuons de rêver. Au moins, on va avoir un moteur qui offre exactement cette puissance-là, qui est à 182 chevaux. Donc, directement compétitif. Le Kona offre un moteur 1.6 turbo, qui offre une puissance qui se rapproche de ça. Se rapproche de ça. Alors, de plus en plus, les multisegments urbains, parce qu'il faut les appeler pour ce qu'ils sont, par leur nom, offrent un choix mécanique. Exact. Et ceux qui ne le font pas, tranquillement, il va falloir s'ajuster. Je pense au Honda HR-V, où là, tu as juste un vieux moteur de Civic qui est un moteur extrêmement fiable, mais qui commence à tirer de la patte. Oui, puis on s'entend, c'est un peu anémique. Il ne faut avoir aucune attente quand tu es dans l'arrière du volant avec ça. Non. Parce que... Non, la raison d'acheter un HR-V, c'est très pragmatique, c'est pratique. C'est pratique, c'est super bien aménagé, c'est ça. mais tu n'as pas le plaisir de conduire ça. Pour moi, la Crosstrek a toujours été la référence dans ce segment-là. Et depuis que Mazda est arrivé avec ça, je trouve qu'on est pas mal nez à nez. Je pense que l'agrément de conduire va être peut-être meilleur dans le CX-30. Bien, plus de puissance. Plus de puissance, mais au niveau de la conduite, une Crosstrek, c'est impressionnant. C'est raffiné. C'est raffiné, c'est un produit finition raffiné, intérieure. Finition, conduite, silence de roulement. Franchement, là, belle bagnole. CX-30 ou Crosstrek? Bien, moi, j'ai hâte de conduire le Crosstrek avec le 2.5. Ouais, je vais attendre. Parce que j'ai hâte de voir avec le 2.5. Moi, j'aime beaucoup la Crosstrek pour son approche, pour son look, pour sa garde au sol. Ouais. Moi, j'ai tellement l'impression que cette voiture-là, elle est fabriquée pour le Québec. Mais un Crosstrek 2 litres et ça, je prends ça pour le moment. OK. On va voir avec le 2.5. Écoute, je le sais pas. Je le sais pas. Oui, parce que dans sa version de base, le CX-30 offre un 2 litres aussi. Oui, exact. Il faut le savoir. Exact. T'sais, bon, pas de manuel. On peut donner ça à la Crosstrek. Elle a encore une boîte manuelle disponible. Il n'y en a pas ici. Non. Si vous voulez de manuel, c'est disponible dans le Mazda 3, mais pas avec la traction intégrale. Exact. Alors, on dirait-tu que dans le CX-30, dans l'haut de gamme, l'intérieur est un petit peu plus haut de gamme que dans le Crosstrek? Ah oui, sans hésiter. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Au niveau de la finition, ça, c'est clair. Pas au niveau de l'équipement, parce que les deux se rapprochent. Bon, ici, tu vas avoir l'affichage tête haute, quelques gadgets supplémentaires. Il y a quelques affaires, mais dans la GT, pour le prix, franchement, on a quelque chose de très bien. Bon, actualité, on va parler de... Vas-y donc. Hey, j'ai comme un beau blanc de mémoire. Toyota. Merci. Rappel. En fait, c'est un rappel. Rappelle-moi, c'est quoi? C'est un rappel d'un rappel. Appelons-le comme ça. Il y avait un premier rappel sur des pompes à essence, modèle 2013 à 2019. Puis là, je ne les nomme pas, ça concerne, parce qu'une pompe à essence, si tu veux, tu as pratiquement la même pompe à essence pour tout le monde. Ça touche même des modèles Lexus. Et la pompe à essence faisait défaut, donc c'était un peu tracas parce que ton auto arrête comme ça subitement. Ça m'est arrivé avec une Saab, ça. Oui, tu m'as déjà conté l'histoire. Oui, on m'avait prêté une voiture d'essai qui était une Saab 9.3 et je pars avec la voiture. Dans les tout derniers modèles. Dans les tout derniers modèles, dernière année de Saab. Puis je tombe en panne en plein trafic à l'heure de pointe et j'appelle le concessionnaire. Le concessionnaire qui m'avait prêté la voiture. Ah oui, on sait c'est quoi. Il y a un rappel, on ne l'a juste pas fait. C'est bon, c'est le fun. C'est super. Merci beaucoup. Clic. Alors, donc, on avait déjà rappelé 55 000 véhicules au Canada et on en avait 1,8 million aux États-Unis, pour vous donner une idée, dans tout et partout. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas partis du rappel qui se sont plaints parce qu'eux autres aussi avaient des problèmes. Donc, Toyota a enquêté, revérifié. Le NHTSA, le National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis, qui ont le pied pesant et le crayon très affilé, se sont mêlés de l'affaire et ont décidé de dire, regardez, toutes ces années-là, vous me rappelez tout le monde. Alors, on a rajouté 150 000 véhicules de plus au Canada.
Il va y avoir 3,2 millions de véhicules à travers le monde. Puis bon, c'est pas parce qu'une pompe à essence, ça coûte très cher, mais... Fois 3,2 millions, comment tu vends ça, une pompe à essence? Il y en a, ça paye jusqu'à 1000 $ présentement. Ah bon? Alors, fais le calcul, mets le temps là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont coûter moins cher que ça. Bon, mais quand ils vont coûter moins cher que ça. Donc ça va se faire là, dans les mois. Puis moi, je donne toujours la même chose. Si vous n'êtes pas sûr que votre véhicule est concerné, appelez le concessionnaire, numéro d'identification du véhicule. Et généralement, avec ça, on est capable de Tu sais ce trouver. que tu parles de ce rappel-là, là, dans l'industrie, on n'en parle pas, mais c'est populaire à ce point-là. Je sais. Mais les gens ont les voitures, ils ne le savent pas, ils vont faire la réparation et ils paient. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'y auront pas, là. Non, il y en a beaucoup Parce qui qu'il y a iront eu pas. toutes sortes de problèmes de direction au fil des véhicules. Là. Exact. Mais les gens Puis, vont en atelier, ils réparent. il faut dire que ce n'est pas tous les gens qui ont un véhicule que la pompe à essence fait défaut. Sauf que c'est impossible de savoir laquelle fait défaut versus laquelle fait pas défaut. Tu le sais quand il arrête ou tu le sais quand tu vas au garage qu'il le regarde et dit bon. Non, puis c'est parce que ce qu'on constate aussi dans les rappels aujourd'hui, c'est que comme il y a une multiplication des applications d'une seule pièce à un nombre X de véhicules, c'est pas clair. juste un constructeur. Takata, c'est le meilleur Bon, exemple. c'est le le coussin plus bel gonflable, exemple. bon, ben ça a été le cauchemar de bien C'était des compagnies. des parce que dizaines de millions de coussins gonflables à travers le une monde. pièce qui a été utilisée pour Tout le monde. plusieurs dizaines de véhicules. Ben, écoute, quand tu fais un rappel parce qu'il y a un défaut là-dessus, tu rappelles beaucoup de véhicules. Ah oui, puis ça coûte cher aux compagnies, là. Tu sais, ça plombe les Takata, ça finances. coûte assez cher. Ben oui, ils ont fait faillite. Takata sont morts. Ils sont morts, ça Je vais vous existe dire, plus. c'est le début de ça. Si on s'en va vers l'électrique, c'est pas compliqué. Le contenu technologique augmente. Ben oui. Il y a de plus en plus de sous-traitants. Et Benoît, peux-tu me coter là-dessus? Peux-tu me coter là-dessus? Ben, j'ai besoin d'arriver avec un prix. On parle de Toyota, qui est le plus bel C'est ça exemple. qui est le problème. Toyota, là, c'est la compagnie qui a le plus grand nombre de fournisseurs pour fabriquer un véhicule. C'est un véritable casse-tête. Tu as un gars qui fabrique les bolts pour les portes dans l'avant. Tu en as un autre qui fait les scellants pour les portes. Puis ça arrive... La tuyauterie, la Bon, climatisation. exactement. Alors, donc, il va falloir s'habituer à ça. Et là, évidemment, parce qu'on a peur des poursuites, parce qu'il y a des compagnies qui ont été un petit peu lentes à avouer qu'ils avaient fait des gaffes. Parlons des démarreurs chez GM, le fameux tapis de sol chez Toyota qui a causé des accidents, des morts. Toyota était remettre $1 milliard au gouvernement américain parce qu'il savait depuis plus de 3 ans, avant que personne ne réagisse sur l'affaire. Alors maintenant, on ne prend pas de chance. On aime mieux que ça coûte une couple de millions là que de payer plus tard pour des pots cassés puis une réputation aussi qui peut aller avec ça. Exactement. On ne parle pas des rappels où c'est pas sécuritaire, mais ignoré. Oui. Là, mais là, les factures augmentent. oui, puis en tout cas. Donc ça, c'est la première nouvelle. L'autre, rapidement, on va avoir un transit électrique du côté. Parce que là, évidemment, Ford, comme d'autres constructeurs, regarde autour d'eux autres, puis l'électrique bouge vite. Si on pense à Rivian, qui a une commande pour 100 000 véhicules de livraison chez Amazon. C'est des fourgons, là. On joue dans la cour de Ford. Sprinter a annoncé du côté de Mercedes qu'on va avoir un électrique. Le Metris, qu'on connaît moins ici, qui est le Vito en Europe, qui a aussi qu'une version passager et une version commerciale, va avoir une version électrique dans son commercial aussi. Donc là, on annonce 2022. C'est pas demain, mais 2022, c'est pas loin. Là, la question, parce qu'on sait que Ford va débarquer aussi avec le Transit 4 roues motrices. Exact. On n'aura probablement pas la combinaison de l'électrique et des 4 roues motrices. Trop tôt pour le savoir. Ça serait ben trop le fun. Là. Bien, ça serait intéressant, mais sauf que là, on voit que, surtout dans le marché des fourgons, c'est souvent du trajet de ville. C'est rare. Bon, tu as quelques fourgons qui vont faire des plus grandes distances, mais généralement, c'est de l'interbanlieue. On va d'une ville à un autre, d'un point de dépôt. C'est là que le véhicule électrique est le plus rentable. Ben oui. Tu récupères l'énergie. Sauf que là, évidemment, pour toutes les compagnies de flotte, il va falloir repenser de la façon dont on va travailler ça. La logistique derrière parce ça. Parce que là... Il ne doit pas en prendre des fils. Ben oui, parce qu'ils font beaucoup de kilométrage sur peu de distance, mais là, il va falloir que tu prévois dans ta journée que tu vas probablement avoir à recharger ça quelque part. Les logistiques au niveau des charges, au niveau de l'embarquement. Donc, il y a... Un peu comme Théo Taxi, une problématique qu'il y avait, c'était ça. Ben oui, tout le monde était toujours arrêté en train de charger les véhicules. Fait qu'il va falloir penser à ça. Sauf que là, avec Rivian qui s'est lancé avec Amazon, les autres compagnies sont forcées de réagir pour ne pas perdre ce marché-là. Fait que ça va être intéressant à suivre.
Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de sécurité avec Daniel Beaulieu de la compagnie Ansel. Bonjour, André. On sait que la sécurité, c'est très important. Il arrive plusieurs accidents de tous les genres en atelier. On va commencer par les gants qui appellent, mettons, pas jetables, on peut plus dire ça, mais les gants à usage unique. Oui, exactement. Bon, procède, il y a 2 qualités là-dedans. Explique-nous les 2 qualités à usage unique. Oui, les 2 types de polymères qu'on voit, c'est le nitrile et le latex. OK. Le premier que je vais présenter, c'est le gant Midnight. C'est du nitrile haute performance, un nitrile noir, 6 millièmes d'épaisseur. Une des bonnes caractéristiques du nitrile, c'est que c'est très bon contre les produits à base de solvant, base de pétrole. Bonne force physique aussi également. Puis une autre caractéristique qui est importante, c'est qu'il ne crée pas de mousse à la surface lorsqu'il rentre en contact avec un produit chimique. C'est le plus gros vendeur qu'on a dans nos ateliers présentement. Exactement. Mais là, tu as une deuxième catégorie qui est comme légèrement supérieure. Il y a des points techniques. Tu vas nous expliquer l'autre catégorie que tu as. Oui, le gant à latex Diamond Grip, c'est le gant numéro 1 chez les mécanos aux États-Unis. Parce qu'on sait la demande numéro 1 des mécanos, c'est la sensation, la tactilité. Oui. Mais ça, sur une échelle de 10, c'est un 10, André. Je pense que ceux-là, tu disais justement, le silicone, il est utilisé même en médecine. Oui, c'est le même genre de gant que les médecins utilisent. Parce que, justement, le côté tactile est supérieur à l'autre. Oui. Bon, exactement. là, on va passer à une autre catégorie, les gants réutilisables. On s'en va à une qualité encore plus haute et supérieure. Parle-nous de ces 2 sortes de gants-là dans la catégorie que tu as. Oui, le premier gant que j'ai, c'est le gant iFlex, modèle 11727. C'est un gant avec une fibre ultra performante à base de polyéthylène. Donc ça va vous donner une très bonne résistance aux coupures et une très haute résistance à l'abrasion. On pense aux gens qui font de la manutention de pneus dans les garages, ces choses-là. Excellente dextérité pour les valves. Puis très confortable. Ça veut dire qu'il y a une dextérité et il est plus solide que l'ancienne catégorie nitrile au latex. Exactement. Puis tu en as un autre encore, on s'en va à une catégorie plus haute encore un peu. Oui, on peut l'appeler le grand frère du iFlex. Oui. C'est l'ami des pneus, le Tire Body de Ringers. Il a son nom naturel. Oui, exactement. OK. Donc, un gant un peu plus robuste, renforcé à la paume et au doigt. Donc, qui va vous donner une meilleure résistance aux endroits qui sont critiques pour les gens qui font de la manutention de pneus, manutention de marchandises. Ça veut dire que tu as encore une bonne grippe, celui-là. Exactement. Aussi. Bonne dextérité, un peu plus chaud, un peu plus volumineux. Deux produits qui sont différents, mais qui répondent aux mêmes applications. Bon. Là, on s'en va dans une sorte que, personnellement, j'adore parce qu'ils sont beaux, ils ont de belles apparences. Parle-nous de la catégorie Rainier. Oui. Le premier gant, c'est le 065 R-Flex, un gant qu'on a présenté chez vous juste avant Noël. C'est un gros vendeur chez nous aussi. Exactement. Les gants Ringers sont renommés pour la protection au-dessus de la main. C'est les leaders mondiaux dans cette technologie-là. Okay. Donc, excellente protection pour en dessous de la main. Dans un espace restreint, donc le danger de se cogner l'endos de la main. Et puis aussi au niveau de la paume, c'est une paume avec un enduit en nitrile mousse, donc il faut être capable d'absorber de l'huile, la graisse, et avec une fibre résistante aux coupures. Et une autre caractéristique qui est très utile dans le garage. Il est tactile. Exactement. Puis, en plus, ce qui est beau, c'est que la protection sur le dessus de la main, elle est nettement supérieure à beaucoup d'autres gants. Là. Oui. L'autre gant. L'autre gant, c'est le modèle 161 Super Hero. Pour ça, c'est la crème de ceux qui travaillent avec du chaleur. Exactement. Pourquoi? C'est qu'il est renforcé à la paume. Donc, rembourré à plusieurs endroits à la paume et au doigt de gâchette qu'on appelle. Donc, qui va vous donner une meilleure résistance pour avoir une meilleure durabilité avec les outils pneumatiques. Là, une catégorie pour savoir si l'atelier est certifié dans la catégorie des véhicules électriques. Oui. C'est tout simplement, parle-nous du gant certifié pour les véhicules électriques. Oui, on a des gants de classe 0, ce qui est recommandé pour tous les véhicules électriques, pour faire la mécanique avec ces véhicules-là. Autrement dit, parce que 0 veut dire, je pense, pour 1000 volts, la protection. C'est bon jusqu'à 1000 volts, disponible en 2 couleurs, le jaune, le rouge. Et on vend aussi les gants de cuir pour protéger le gant en caoutchouc. Et son enveloppe. Enveloppe pour, justement, faire s'assurer qu'ils sont protégés. Puis ils ont besoin d'une certification aussi, ces gants-là, je pense, à tous les 6 mois. Hein? Également, oui, exactement. Bon. Là, on va continuer. Daniel, là, je peux y aller, c'est plus simple, parce que tout est professionnel. Dans les gants, tout simplement, les gens qui font de la construction ou de la brique, les bricoleurs, un gant que tu jettes, un gant tout simplement un peu plus luxueux, qu'on a en magasin encore, le gant qu'on connaît depuis à peu près 100 ans, qui existe, qu'on en vend beaucoup. Les gants pour ceux qui font de la soudure. Tous les gens de la soudure, on a le gant pour ça aussi. Les lunettes de sécurité, c'est comme assez important. On a ça en magasin.
Quelque chose de beau aussi, c'est les IsoTune, des écouteurs pour ceux qui travaillent en milieu, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ça absorbe jusqu'à 27 dB pour la protection des oreilles. C'est Bluetooth, ça fonctionne. Donc, vous pouvez écouter votre musique en même temps que vous travaillez, vous protégez vos oreilles. Il y a l'atténuateur de bruit. On a aussi tout ce qui est protection pour les yeux, les casques pour ceux qui font de la soudure électrique et tout ce qui se fait aussi pour la soudure au gaz, acétylène. Fait que juste pour vous mentionner que la sécurité, c'est important. Combien de gens vont à l'hôpital, soit pour les yeux, on a travaillé sur un grinder ou ton gant aussi qui protège contre les poussières de métal quand tu coupes. C'était lequel, si vous voulez nous parler? Le Active Armor aussi. Ça, les gens vont sur le grinder, ils coupent aux torches, ils tombent des produits, ils se brûlent. Chaque application de travail, vous avez un gant qui peut faire la protection. Il s'agit juste de venir en magasin. On les a tous en magasin. On a Daniel qu'on peut joindre pour un besoin spécialisé en industrie. Vous avez beaucoup plus large que ça, je pense. Donc, c'est disponible en magasin. Merci, Daniel. Merci, André. Merci de tes renseignements. On espère que ça vous a renseigné. Mettons de côté la sécurité, Benoît, je pense que ce n'est pas un sujet qui te convient très bien. Puis on va parler des véhicules qu'on a conduits récemment. Oui. Tu commences avec quoi? Je commence avec le Atlas Cross Sport, qui suit une mode qu'on commence à voir chez quelques constructeurs, qu'on pense au GLC qui a un modèle coupé, au GLE chez Mercedes qui a un modèle coupé. En fait, c'est une version 4 portes style coupé de l'Atlas. On ne change pas le véhicule, là. Mais grosso modo, ça veut faire la même chose que le Passport chez Honda, c'est-à-dire une version 5 places du pilote. Voilà, donc l'Atlas Cross Sport. Le Cross Sport est une version 5 places de l'Atlas qui est un 7 places. Bon, voilà. À la base, c'est ça. On a évidemment un peu modifié la forme du toit pour en faire un toit un peu plus fuyant, donner une ligne un peu plus sport. Ça me rappelle la Corrado, c'est pareil. Bon, même châssis, même plateforme, même moteur. Donc, il n'y a rien de neuf. Ça va bien. On ne peut pas dire que ça ne va pas bien. Je suis un peu ambigu dans le sens suivant. Il y a 2 moteurs. Tu as un moteur 4 cylindres turbo, puis tu as le bon vieux V6 à 266 chevaux. Il y en a 254 dans le 4 cylindres. On s'entend là, que point de vue performance, c'est presque imperceptible. Mais pour le prix, j'irais chercher un 4 cylindres. Mais comme c'est un turbo, si on le garde à plus long terme, il risque d'avoir plus d'entretien que le 3.6 qui est un peu vieux, mais qui est éprouvé. Bon. Alors, si vous me le demandez... Et qui peut remorquer davantage. Et qui peut remorquer davantage. On est à 5000 livres, alors que l'autre, je pense que c'est 2500 ou 3000, là, quelque chose comme ça. Il faudrait que je retourne dans mes notes. Mais cela dit, en termes de conduite sur la route, il y a très peu de différence entre les deux. Mais si on me disait, tu vas le garder à long terme, j'irais plus vers le 6 cylindres, même s'il est uniquement disponible dans la version Exactline, là, qui est en haut de la ligne. Là. Est-ce qu'on a posé la question lors de cet événement-là sur le pourquoi qu'on n'a plus le Touareg? Je la connais, la réponse, il serait trop cher. Là. Bon, voilà, Mais je veux dire, effectivement. Il y a tellement de gens qui passent d'un Touareg et qui vont chercher un Atlas en se disant c'est le nouveau Touareg et qui sortent déçus. Ben oui, c'est ça. On n'est pas en même place. C'est complètement deux mondes. Le Touareg, j'ai toujours trouvé que c'est pas un Volkswagen. Non, dans la tête des gens, un Volkswagen, c'est un modèle qui demeure abordable, qui est une voiture grand volume. Ben, tu vois, moi, je ne serais pas d'accord avec toi. Parce que, on enlève le Phaeton, parce que l'ancienne que... Passat était une Volkswagen. La nouvelle l'est aussi. Ouais, mais c'est une Volkswagen américaine. Ben oui, c'est sûr. Américaine, dans ce qu'il y a de plus américain, assemblée au Tennessee. Bon, j'enlève rien à l'usine du Tennessee, c'est pas ça. Non, mais on a américanisé le véhicule pour mieux le vendre aux Américains. C'est ça qu'on a fait. Puis le vendre moins cher. Mais ceux qui s'ennuient de la qualité à l'européenne des bonnes Volkswagen, des conduites. Puis la seule qui nous offre encore ça, mis à part la Golf, qui demeure pour moi une authentique Volkswagen mondiale, c'est l'Arteon qui ne se vend pas du tout. Non, exact. Tout le reste, incluant le ô combien décevant Tiguan, mais qui se vend comme il ne s'est jamais vendu, parce que justement,
il convient aux besoins des acheteurs nord-américains, espace, look, configuration, prix. Touareg, c'était beaucoup plus proche de la Porsche que de la Volkswagen. C'est un Cayenne à rabais. Bien, c'est un Cayenne à rabais, mais qui demeure. Et malheureusement... Mais un Touareg, il faudrait le vendre 70 000 aujourd'hui, 60 000 minimum. Mais est-ce qu'il y aurait eu moyen d'amener un Atlas, peut-être, quitte à le vendre un 5-6 000 de plus, mais d'amener des qualités qu'on retrouvait dans le Touareg? Probablement pas, parce que les gens ne veulent pas ça. Ben, les gens, ils veulent acheter un Atlas Atlas comme nous, on en veut, mais on n'est pas assez pesant dans l'équation. C'est ça le problème. Puis on en veut, parce qu'on est journaliste automobile, mais on achèterait-tu? Pas Parce Touareg. que le Touareg, j'aime ça l'acheter usagé, là, quand il est déprécié. Oui. Mais neuf, l'acheter c'est cher. neuf à 70 000, c'est une Ben, autre c'est histoire. ça. C'est C'est bon. pour ça qu'ils l'ont pas. C'est ça. voilà. Mais en termes de qualité, parce que le Touareg, pour votre gouverne, existe toujours aux États-Unis. En Europe, pardon. Oui. Oui, c'est vrai. Et c'est un produit qui connaît un bon succès là-bas Exact. et qui est de qualité exceptionnelle. Exact. Mais ça n'a rien à voir avec l'Atlas CrossSport. Non. Là. Puis des moteurs puissants. Le Cross-Sport, oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Cross-Sport, tu as dit Cross-Track, oui. Ah oui, le excusez-moi. Cross-Sport, mais C'est moi où il y a des noms de chars qui se ressemblent? Oui, oui. Tu sais, On en vient mêler. la crosse est multipliée à travers tellement de noms aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Enfin bref. Moi, tu vois, je vais te parler de la Forte 5. Oui, que j'ai essayé, je suis allé au lancement. Bon, d'abord, j'ai trouvé qu'elle avait, surtout si tu la regardes du 3/4 arrière, des airs de Subaru Impreza. Oui, c'est assez évident. Au niveau design, c'est correct, mais tu ne te jettes pas à terre. Et Non. la version que j'ai essayée, c'est la GT. Donc, tout équipé premium, je crois Exact. que c'est premium. 31 000 et des poussières. Quand même pas donné pour une voiture de ce genre. Traction, pas de rouage intégral. Oui, ça, si c'est tu important. compares avec une Mazda 3, par exemple, Qui a un GT, rouage intégral à peu près au même qui prix, est 1000 piastres de plus, Ouais, ou à peu ouais, près. T'es pas dans le même game pantoute. Bon. Non. Puis cette mécanique-là, si on le sait, c'est le 201 chevaux, moteur 1.6 turbo, Exact. boîte double Que embrayage. chez Hyundai, là, c'est Que le chez même principe. Hyundai, Ouais, qu'on ouais. va retrouver dans la Elantra GT Line, entre autres, qui est pour contre- moi une voiture un peu plus belle dans son On a dans la approche. nouvelle Seltos, le Ou nouveau le Seltos. Oui, mais le Seltos a moins de puissance. Moins de puissance, effectivement. Mais tu vois, la Elantra, Le N-Line, le N-Line bon, a ça, voilà. exact. Moi, j'aurais préféré ça. Ben, tu vois. Puis, je veux dire, j'ai conduit cette auto-là, je peux pas dire que ça va mal. J'y ai pas trouvé de gros défauts. Non, mais il n'y a pas de grande qualité non plus. Mais pourquoi j'irais là plutôt que de m'acheter une GTI? Ça, c'est la grosse question. Ou une GTI même de base. Là. Oui. Et disons, si je ne m'achète pas une GTI, ben il y a d'autres offres chez la compétition, comme la Mazda 3 hatchback, comme, on est même, si tu veux quelque chose de sportif, tu n'es même pas loin d'une WRX en termes de facture. Là. C'est pas le même marché. Non, mais c'est pas immensément plus cher. Ce que je veux dire, c'est que cette voiture-là, à 31 000 va séduire qui? Je ne le sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour ça. Puis je trouve en plus qu'on a raté quelques petits trucs au niveau design. Tu sais, l'espèce de bande de chrome qui ceinture les fenêtres, là, en 2020, lâchez-moi, là, mettez ça noir. Rajeunissez la ligne. En Asie, c'est encore populaire, mais il faudrait adapter le véhicule pour les communautés où on le vend. Ici, c'est un peu dépassé. Puis, comprend un truc, c'est qu'elle n'est pas vendue aux États-Unis. Non. La Forte 5 portes n'est pas vendue aux Non, États-Unis. ils ont la Forte régulière, On mais l'a ils n'ont pas amené la ici 5 au portes, Canada parce qu'on dit que les hatchbacks se vendent encore bien ici, mais encore faudrait-il avoir quelque chose de plus à offrir. Puis ça a toujours été le problème de la Forte. Exact. Ça n'a jamais été un mauvais produit. Mais qu'est-ce que cette voiture-là offre de plus qu'une Civic, qu'une Corolla, qu'une Golf, que des voitures qui sont établies Il n'y a depuis rien qui longtemps? nous amène là. Puis c'est ça qui fait que ça reste souvent dans le cours des Tu vois, concessionnaires. Hyundai, avec l'Elantra, a réussi avec le temps petit peu à plus. se tailler une place et à faire de Les l'Elantra chiffres une de voiture vente à sont volume. là pour le prouver. Ah oui. là. Ça se vend 2 fois plus que la Forte. Mais je pense qu'elle est moins chère aussi, le Hyundai, que la Forte. Oh, Non, c'est le même c'est prix. pas mal C'est les le mêmes même prix. prix. C'est pas mal les mêmes En prix. fait, puis je pense, ironiquement, que le plus gros ennemi de la Forte, c'est probablement l'Elantra. Parce que c'est, à peu de choses près, la même voiture, la même base mécanique, le même châssis, mais vendu par un concessionnaire qui est là depuis, qui a 15 ans de plus d'expérience sur le marché canadien. Puis qui a plus de trafic en concession, qui a plus de monde. Puis qui a de meilleures valeurs résiduelles pour des Ça, locations. c'est un Fait que ça ne peut pas nuire non plus. Exact. Fait que Kia a un produit très sérieux, je ne peux rien leur enlever, mais ça va être difficile de percer avec cette voiture-là. Et je vais amener 2 points
que je veux souligner. Moi, j'ai trouvé un peu agaçant l'effet de coupe en accélération. Ouais. C'est très léger. Bon, la voiture était chaussée de gros pneus, là, avec des flancs très bas. Donc, il y avait encore plus de ça résistance. vacille un peu. Ça vacille. Ouais. Puis, je parle pas de conduire sur une surface enneigée ou glissante ou quoi que ce soit. Là. Surface sèche. L'avant de la voiture est très léger en accélération forte. Ça, j'ai trouvé ça agaçant. Puis là, je vais revenir sur un petit vidéo que j'avais mis sur ma page Facebook au niveau des essuie-glaces. Vous savez, on a, comme sur des Volkswagen, comme sur certains produits Nissan, des essuie-glaces qui se soulèvent pour qu'on puisse nettoyer la vitre, assez bas dans le mais qui sont là. intégrés un peu en dessous du capot. Ah ouais. Et l'impact que ça... Et le problème, c'est que lorsqu'on vient pour les soulever, on cogne contre le capot. Ce n'est pas le cas de toutes les voitures, mais il y a plusieurs produits, chez Nissan, chez Vaux aussi, qui sont arrangés comme ça. Il faut faire attention. Tu ne peux pas soulever le bras en pensant juste le soulever comme ça, parce que tu vas égratigner le capot. Ouais. Il faut utiliser le mode maintenance. Je ne savais pas qu'il y avait ça sur la Kia au moment où je l'ai fait. 98 du monde ne le savent pas. Bon. Fait que j'ai soulevé le bras, j'ai égratigné la base du capot en dessous, puis c'est donc bien mal fait. Puis là, on nous dit évidemment, oui, mais il y a un mode maintenance, vous devez soulever le bras d'essuie-glace 2 fois lorsque la voiture est éteinte. Même si tu le sais, on est au Québec, tes essuie-glaces sont pris dans la glace, dans la neige, tu as besoin de déneiger ton pare-brise. Je m'excuse, mais si tu fais ça avec le mode maintenance, puis tu vas arracher ta tringlerie d'essuie-glace avant ça, c'est bon pour moi. Oui, je sais, tu vas en vendre davantage. Mais je veux dire, tu comprends-tu? C'est un non-sens. Fait que ceux qui me disent, ben oui, mais c'est écrit dans le manuel du propriétaire, tu aurais dû le savoir. Tant que tu voudras, c'est mal pensé. Ben oui. Quand tu es obligé de donner une explication sur un défaut de char, là, ça ne marche pas. Là. Toutes les Volkswagen sont comme ça, sauf que les Volkswagen, dans bien des cas, c'est à peu près impossible de vraiment le soulever, le bras, parce qu'il bloque. Non, en fait, il faut littéralement l'amener puis après le soulever. Ben, en fait, j'ai un Audi, c'est le même problème. Tu peux pas le soulever comme tel dans certains cas. Fait que ça, là, tu l'actives le mode maintenance. Bon. Exact. Mais dans ce cas-là, il y a tellement peu de résistance, tu le lèves comme ça, là, sans même penser que tu as accroché le capot. Tu as juste entendu tonk, un petit peu. Ça, c'est bien mal pensé. Sachez-le, c'est comme ça pour la Forte, probablement d'autres produits de la marque aussi, je n'ai pas vérifié. Je vais porter une attention un peu plus particulière à ça parce que je trouve que c'est vraiment stupide comme procédé. Tout ça pour cacher des essuie-glaces pour un effet aérodynamique qui est un peu supérieur, je comprends, mais en contrepartie, moi, tant qu'à ça, qu'on ne puisse pas les soulever. Comme il y a des véhicules où tu peux carrément pas. Pour qu'ils n'accrochent pas. C'est ça. Je veux dire, c'est un non-sens. Mais une voiture que j'ai bien aimée, même si je suis persuadé que le succès ne sera pas au rendez-vous, Kia, ce qu'ils veulent vendre là c'est des Seltos. Oui. Puis évidemment, des Sportages, le nouveau Sorento qui va arriver prochainement. On veut mettre davantage d'emphase là-dessus, mais l'offre est là. Sauf qu'on la renouvellera probablement pas. Moi, je ne serais même pas surpris qu'on l'élimine prochainement parce que les ventes sont symboliques. Là. Exact. Bon, voilà, fait que rendez-vous prochainement. Oui. Merci d'avoir été là. Puis vous pouvez nous réécouter, je pense qu'on va le mentionner. Oui. Page Facebook de Pièces d'Auto Super, ma page Facebook, la tienne, ma page YouTube également, Auto Joubert. Fait qu'on partage. Puis sur le site web de Pièces d'Auto Super, pasuper.com. Puis sur le site du Guide de l'Auto, il faut le mentionner aussi. Oui. Hein, Benoît, au Guide de l'Auto, on aime ça. Salut tout le monde. Salut.